Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je m'attaque au gros morceau, c'est-à-dire les 10 ans de ma chaîne. Je vous ai dit qu'il y aurait une, voire même 2 ou 3 vidéos différentes pour parler un petit peu de mes 10 années sur YouTube. Et la première vidéo que je voulais faire, c'était celle-ci. C'était essayer de décortiquer 10 ans de lecture sur internet et de vous en sélectionner à la base qu'un seul livre par année. Autant vous dire que l'exercice fut périlleux, n'est-ce pas? Donc si au début j'ai trouvé que c'était très simple, parce que forcément je suis arrivée sur Livre Addict, j'ai pas commencé tout de suite à répertorier mes lectures dessus. Donc ça a pris un peu de temps, donc il y a des livres que j'ai mis en livres lus, mais que j'avais lus en fait bien avant. Enfin voilà, c'est pas forcément toujours très... Les premières années en tout cas de référencement sur Livre Addict au niveau de mes lectures sont un petit peu bancales, parce que en fait les dates correspondent pas forcément. Donc j'y suis allée plus ou moins de mémoire en m'aidant un petit peu de Livre Addict. Donc au début c'est un peu nébuleux et au début j'ai réussi à faire un livre par an. Mais alors comment vous dire qu'à partir de 2013 ça se complique. Voilà. Donc vous pensez bien que sur les bientôt presque 1300 lectures référencées comme livres lus sur Livre Addict. À part ça, je pense qu'il y en a plus que 1300 parce que entre les livres que tu relis, que tu renotes pas forcément comme relus sur Livre Addict, les livres juste que tu n'as pas pensé à référencer sur Livre Addict, le moment où tu les as lus, les albums, les BD, enfin bref, il y a, je pense, quantité de livres que je n'ai pas forcément référencés là-bas dessus et que j'ai pourtant lu quand même, mais on n'est pas là pour parler chiffres, c'est juste que vraiment quand j'ai vu le truc en termes de livres lus, j'étais là. Attends, et dans tout ça, je dois en choisir que 10? Nope. Alors, vous êtes prêts? Parce que moi pas du tout. Je commence par l'année 2011. En 2011, je me retrouve libraire jeunesse et rayon ado dans une Fnac. Et donc forcément, dans toutes les lectures que j'ai pu faire cette année-là, je pense que celle qui m'aura le plus marquée, c'était Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marié aux éditions du Rouergue dans leur collection Dos à Dos. C'est une collection que j'aime toujours beaucoup, j'ai plus vraiment eu l'occasion d'en lire ces dernières années de leur collection, mais voilà, je me souviens qu'avec la collection Medium de chez École des Loisirs, je trouve franchement que les éditions du Rouergue, avec cette collection-là, ils font un travail juste génial pour les ados, ils font des très très bons textes. Et grosse découverte avec Claire-Lise Marié, quoi, qui vraiment m'a transportée dans cette lecture. Donc Le Faire ou Mourir, si mes souvenirs sont bons, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui trouve pas vraiment sa place dans un lycée. Et puis il va se lier d'amitié avec Samy et sa bande. On se cherche beaucoup, il y avait vraiment un peu pour moi cette description de l'adolescence qui était très juste. Du coup, en lisant les mots de Claire-Lise Marié sur ce texte, dans ce texte, je m'étais complètement retrouvée. Vraiment ce côté de maelstrom, de brouillard constant où tu sais pas trop où tu vas ni ce que tu veux. Et il y avait vraiment cette espèce de lenteur de l'adolescence et en même temps, t'as cette impression de vitesse, comme quoi demain tout sera terminé et si tu profites pas maintenant, c'est trop tard. Et enfin bref, j'ai vraiment ce souvenir-là de cette lecture-là. C'est pas forcément ce qui est raconté dans l'histoire, mais ça m'y fait forcément un petit peu penser parce qu'on parle d'adolescence. Et je ne saurais pas vous en dire plus, je ne saurais plus vous en dire plus, il faudrait que je le relise franchement parce qu'il était vraiment très très bien. Et si vous avez l'occasion de le lire ou de le passer à un ado de votre entourage qui peut-être se cherche, n'arrive pas à se trouver, se sent un peu perdu et tout, j'espère que c'est un texte qui lui fera du bien ou qui vous fera du bien en tout cas, pour qu'il soit dans mon top de me dire waouh en 10 ans, ouais c'est un livre qui m'a marqué, ouais c'est vraiment un livre qui m'a marqué. 2012. J'ai choisi de vous parler de Sur ma peau de Gillian Flynn, qui est le premier Gillian Flynn que j'ai lu et qui est son premier roman aussi. D'ailleurs, Gillian, si tu passes par là, ce qui est complètement invraisemblable, mais sait-on jamais, s'il te plaît, écris quelque chose. J'ai plus les noms de tous les persos en tête, hein, vous m'excuserez. On va rencontrer une femme qui revient dans sa ville d'origine parce qu'elle est journaliste. Il y a des meurtres qui sont faits dans sa ville d'enfance et forcément pour avoir le premier scoop, tout ça, elle se dit qu'elle va y retourner bien qu'elle n'ait pas du tout envie. Donc elle y retourne, elle retrouve sa mère, elle retrouve sa sœur. Et puis elle, c'était un petit peu le vilain petit canard. En gros, sa mère a un peu reporté tout l'amour qu'elle a pour
pour ses enfants uniquement sur sa plus jeune fille et donc la plus grande qui est journaliste, un petit peu ah non mais va-t'en parce qu'en fait t'avais plein de problèmes, puis t'étais pas bien, puis t'étais dépressive et puis... En fait sa mère elle vient un peu dans un truc un peu utopique en mode genre ma vie est magnifique, ma vie est belle, mes filles sont belles. Et quand Amy, je crois qu'elle s'appelle, mais quand Amy a commencé à être un petit peu, voilà, plus trop dans le moule quoi en fait, ah il a vite fallu s'en débarrasser. Et là le fait qu'elle revienne ça plaît pas du tout parce que tu vois tu sens le côté ville hyper conservatrice où tout le monde se connaît donc forcément ça doit être quelqu'un d'extérieur parce que ça peut pas être l'un d'entre nous. Puis elle va mettre, tu vois, elle rentre, elle arrive, elle met les deux pieds dans le plat à chaque fois. Elle s'en fout en fait des qu'en dira-t-on, elle s'en fout de faire chier les autres. Elle est juste là pour avoir un scoop. Et puis bon ben à force de chercher le scoop, ben elle va mener un petit peu l'enquête. Et comme c'est une ancienne de la ville, ben la police va commencer à s'intéresser un petit peu à elle aussi. Alors c'est un roman un peu spécial quand même, il a un rapport à la santé mentale qui est très très intéressant, qui moi vraiment m'avait beaucoup marqué, beaucoup touché. Donc je viens de l'évoquer, trigger warning, on y parle de dépression, on y parle de santé mentale, on y parle d'automutilation également, d'une façon qui moi m'avait vraiment, encore une fois, beaucoup marqué, beaucoup percuté. C'est qu'en fait Amy va se mutiler la peau en inscrivant des mots sur elle qui ont beaucoup résonné dans sa vie. Ça va pas forcément être des prénoms de personnes ou ce genre, c'est vraiment des mots, des choses qu'on a pu lui dire, des choses qu'elle-même elle a pu dire, des choses qu'elle a pu entendre sur elle, sur des gens qu'elle aime, etc. Bref, ça a vraiment une incidence sur elle, sur sa vie, donc elle va se les marquer sur la peau. C'est un roman qui m'avait beaucoup bouleversée, tant par son enquête, parce que la révélation finale, tout ça je ne l'avais pas vu venir, elle avait vraiment été très très impressionnée, tant par ses personnages que j'ai trouvé très profonds, très très bons quoi en fait, tu sais, tu t'attaches, voilà. Et la série adaptée d'ailleurs, Sharp Objects, est très très bien, je l'ai adorée, je trouvais qu'elle était folle cette série, excellente adaptation, voilà. 2013, c'est à partir de ce moment là que ça se complique de choisir qu'un seul livre, donc je vais essayer de pas trop m'attarder, mais donc forcément j'en ai plusieurs parce que c'est plus frais dans ma tête je pense. Et voilà, et c'est impossible en fait de résumer ma vie de lectrice en 10 livres et en choisissant que un par an, c'est pas possible, juste non. Donc c'est bien ça en fait que cette vidéo veut dire, c'est pas forcément mes 10 livres préférés sur 10 ans, c'est aussi 10 livres qui m'ont marqué d'une certaine façon, c'est 10 livres qui m'ont construite en tant que lectrice, qui m'ont apporté des choses, qui m'ont... Bref. Donc en 2013, je ne pouvais pas ne pas citer le premier tome de Charlie Davidson, de Darynda Jones, parce que Charlie Davidson c'est 13 volumes, et c'est presque 10 ans de lecture en fait. Il y a des années où on a enchaîné un peu plus les tomes avec Moody pour se tenir un petit peu à jour, parce qu'on était un petit peu en retard sur les parutions. Mais c'est aussi une série que j'ai lue en lecture commune avec ma chère Moody, plus ou moins, je sais plus à partir de quel tome on a commencé à les lire ensemble, les premiers je les avais lus toute seule, mais forcément, tu sais, c'est marquant dans une vie quand tu te dis que tu as lu une série presque sur 10 ans. Donc Charlie Davidson c'est une détective privée et en même temps c'est la faucheuse, alors elle voit les morts et en gros elle les aide à passer de l'autre côté. Sauf que, vous pensez bien que si je vous dis qu'il y a 13 volumes, il va se passer plein d'autres choses, elle est amoureuse du prince des enfers, blablabla, blablabla, bref, elle a une monstre destinée, de trucs bidules chouettes, c'était la grande époque de la beatlit, de toute cette urban fantasy très contemporaine. Je n'ai pas trouvé beaucoup de séries comme ça que j'aimais dans ce genre-là. J'ai essayé les Queen Betsy, j'ai pas du tout apprécié, j'ai essayé Rebecca Keane, j'ai pas aimé non plus. Du coup, c'est vrai que pour moi, Charlie, c'était vraiment ma référence en beatlit à ce moment-là et ça le restera pour toujours. Celui-ci j'ai hésité à vous le mettre parce qu'il avait fait partie de cette fameuse vidéo que j'ai faite il y a presque 10 ans bien maintenant. Je l'avais appelé les livres lumière, c'est-à-dire que c'est le livre qui est au-delà du coup de cœur, le livre qui t'a tellement bam que voilà. Et je n'ai plus vraiment eu de livres comme ça avec le temps, donc c'est pour ça que je n'ai plus refait de vidéos sur mes livres lumière parce que je n'ai plus vraiment de livres lumière en fait aujourd'hui quand j'y pense. Peut-être parce que je me suis un peu lassée, peut-être, enfin bref, je vois plusieurs raisons. Mais ce livre-là, je me souviens que cette année-là, à cette époque-là, il a eu une énorme importance dans ma vie et je vous parle de Ce qui nous lie de Samantha Bei. Encore aujourd'hui, il résonne beaucoup en moi. Le personnage de son roman d'ailleurs a eu une incidence sur beaucoup de choses, mais
Elle s'appelle Alice. Et donc souvent on me demande « Ah mais donc tu as appelé ta fille Alice pour Alice au pays des merveilles ?» qui est bien sûr le truc le plus commun que tout le monde se dit, c'est à cause de ça. Et en fait j'ai toujours rencontré des Alice dans la littérature qui m'ont toujours beaucoup plu. Notamment la Alice de Samantha, il y a bien sûr Alice au pays des merveilles, mais même pas tant que ça, je pense même pas que c'est forcément la Alice qui nous a le plus inspiré pour le prénom de notre fille. Il y a beaucoup d'Alice aussi dans les jeux et dans les films que Vincent a adoré. Il y a beaucoup d'Alice dans les livres que j'ai lus et que j'ai adoré. Je trouve qu'on croise très souvent des Alice, c'est pas du tout un prénom original et autres, mais je trouve toujours que c'est des personnages qui me plaisent, qui me marquent, qui à travers le temps, quand je croise une Alice, même avant que je sache que je voulais appeler ma fille comme ça, j'avais toujours une sorte je sais pas, de résonance avec ces personnages. Voilà, donc j'ai trouvé ça très joli en fait de me souvenir que le personnage de ce roman s'appelait Alice. Et Alice a cette particularité qu'elle peut voir les liens entre les gens, c'est comme un fil légèrement brillant, transparent qu'elle voit entre les gens. Et au tout début du roman, quand on la rencontre, elle utilise ce don pour dénoncer les hommes qui trompent leurs femmes auprès des femmes. Donc voilà, elle fait des courriers, elle fait voilà, en leur disant ce qui se passe. Et après voilà, et sauf qu'un jour elle se dit franchement c'est quand même chiant d'à chaque fois apporter de mauvaises nouvelles, j'arrête d'utiliser ce don pour faire ça, je me trouve un nouveau job avec des gens que je connais pas du tout, dont je connais pas les liens, je sais pas ce qui les tient ensemble et tout, donc comme ça je m'en fous. Sauf que sur place elle va rencontrer un homme dont elle ne voit pas les liens. Lui il est genre, y a rien, c'est comme si moi je regarde quelqu'un, je vois rien, bah là pour elle, la première fois, elle ne voit rien. Et elle se dit yes, c'est quelqu'un avec qui je vais enfin pouvoir peut-être construire quelque chose parce que je vois rien, donc je ne sais pas à qui il est attaché, je ne sais pas avec qui il entretient des relations, donc j'aurai jamais de doute. Et au final, ça va pas forcément se passer comme elle voulait, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce côté un peu surnaturel dans un roman très contemporain finalement. Et je serais très curieuse de le relire aujourd'hui d'ailleurs parce que je l'ai lu qu'une seule fois, et je sais qu'il m'avait tellement marqué, mais des fois avec les livres marquants, j'ai peur de les relire parce que je me dis peut-être qu'ils me feront pas le même effet. Donc, enfin voilà, c'était vraiment un roman détonnant. 2014. Alors 2014, c'est ma rencontre avec deux autrices légendaires pour moi, phares. Genre quand tu penses à ma chaîne, tu penses à ces autrices. Au bout d'un moment, mon nom, j'ai envie qu'il soit greffé à elle pour toute ma vie en fait, je crois. J'ai découvert Kate Morton avec Les Brumes de Riverton. Voilà, qui est le premier Kate Morton que j'ai lu, qui fait partie d'ailleurs, je crois, de mon top 3 de mes Kate Morton favoris. Kate Morton, je vous en parle très souvent, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, je pouvais pas ne pas mettre celui-ci, parce que après, je les ai tous lus, les Kate Morton, donc j'aurais pu tous les mettre à un moment donné dans ce top. Mais celui-ci, c'est le premier que j'ai lu, quoi. C'est le premier que j'ai lu, mais en même temps, c'est celui que je veux le plus relire, parce que c'est celui que je garde le moins de souvenirs, vu que je l'ai lu en 2014. Et deuxième autrice que... C'est en 2014 que j'ai lu pour la première fois du Rainbow Rowell. Et depuis, voilà quoi, c'est une grande histoire d'amour. Donc en 2014, j'ai lu Eleanor and Park, que j'ai adoré. Voilà, cette histoire de ce... C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de deux âmes sœurs pour moi qui se rencontrent et qui font des étincelles. C'est la beauté d'une relation simple, hyper saine, où il n'y a pas le bad boy qui essaye forcément de séduire la fille pour gagner un truc. Enfin, on n'est pas dans des histoires super compliquées et tout, c'est juste une fille qui se sent pas bien dans sa peau, qui est nouvelle dans cette école, je crois bien, et de ce garçon qui correspond pas forcément aux critères des garçons de l'époque. Ça se passe dans les années 80, l'histoire. Et forcément, il se sent un petit peu outsider, mais en même temps, tout le monde l'aime bien. C'est pas non plus enfin, il n'est pas traité comme un loser ou autre dans son école. Et tous les jours, ils vont s'asseoir l'un à côté de l'autre dans le bus scolaire. Mais ils vont rien se dire. Ils sont juste là, assis l'un à côté de l'autre, et petit à petit, il y a une relation qui va naître entre les deux, mais sans vraiment se parler en fait. C'est hyper doux, c'est hyper platonique, c'est hyper sain, c'est hyper beau. Je veux aussi relire ce livre. Et le deuxième que j'ai aussi lu en 2014, et celui-ci je savais que je l'avais lu cette année-là, donc voilà, et je vous bassine, je sais pas combien de fois par année avec, c'est Fangirl, donc je vais pas revenir dessus, mais Fangirl quoi, c'est 2015.
Alors je ne pensais pas, mais 2015, ça aurait été une des années les plus difficiles, hein. Parce que c'est là où j'ai noté le plus de choses. En premier, il y a eu Wild de Cheryl Strayed. Ce livre, c'était claque, aller-retour. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin de ce bouquin. L'histoire de Cheryl Strayed, vraiment son récit vécu à elle, qui se remet, qui essaye vainement de se dépêtrer et de laisser tomber la drogue, qui a eu un passé très très douloureux avec sa mère et avec sa famille, et qui un jour sur un coup de tête décide de faire le Pacific Crest Trail. Elle n'est pas préparée, elle n'a aucune expérience dans le trail, dans la marche. Elle part avec un sac à dos beaucoup trop lourd pour elle, qu'elle va appeler Monster pendant tout le truc parce que enfin, ça joue pas quoi. Les chaussures, va y avoir plein de problèmes avec aussi, mais elle va le faire. Tu sais, elle va faire ce trail, elle va faire de superbes rencontres, elle va avoir des paysages à couper le souffle, elle va se dépasser, elle va faire la paix avec elle-même, avec les fantômes de son passé, avec ceux de sa famille. Et à la fin de chez fin, j'étais mais submergée. J'ai été, rien que d'en parler maintenant, ça me fout la chair de poule parce que c'est vraiment une histoire qui m'a explosé à la gueule. Et voilà. Et c'est un peu grâce à ce texte, plus qu'avec Into the Wild de Krakauer, que j'ai commencé à aimer le nature writing, que j'ai aimé les récits de voyage, que j'ai aimé les gens qui partent et qui racontent leurs histoires, quoi. Voilà. C'est aussi cette année que j'ai lu et que j'ai détesté, non, je vous assure ça se termine bien, que j'ai détesté Gabriel Katz parce que j'ai lu le premier tome de Aeternia et que j'étais verte de ne pas avoir le tome 2 parce que le tome 1 m'a juste lacérée dans tous les sens du terme parce que je n'en revenais pas de ce que je venais de lire. Gabriel Katz pour moi en fantasy francophone, vous savez que c'est une de mes plumes favorites, il a tout, il a le style, il a les persos, il a l'humour et en même temps il a des histoires qui sortent d'habitude. C'est pas de la fantaisie habituelle, c'est presque du fantastique à certains moments parce que tu pourrais franchement presque croire que ça se passe pas très loin de chez nous quoi en fait. Et il n'y a pas beaucoup de magie, c'est pas vraiment... Il n'y en a même pas forcément du tout en fait, c'est juste des croyances très différentes qui n'existent pas chez nous mais qui pourraient très bien se retrouver chez nous en fait. Et quand deux croyances se bagarrent, quand les fidèles de ces croyances surtout se font la guerre et qu'il y a des pauvres gens qui se retrouvent au milieu, bah ça donne Aeternia. Et ça te donne un oh, c'est eux les gentils, je suis avec eux. Oh, en fait, c'est les méchants. Non, je suis avec eux. Ah, mais en fait, ils sont pas si gentils que ça non plus. Tu sais plus où t'en es, tu sais plus qui croire, tu sais plus avec qui tu es. Et tu as peur parce que les héros meurent. Je vous jure, pour moi, c'est terrible dans ce genre de bouquin où tu sais que c'est le héros, donc tu te dis, bah, il risque rien. Non, avec Gabriel Katz, c'est pas comme ça. Gabriel Katz, alors il va pas te tuer des persos comme George Martin dans le Trône de Fer, dans le Trône de Fer, mais il te dit quand même de pas trop t'attacher aux persos que tu aimes, parce que tu sais pas. J'ai mis aussi Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. J'ai pas lu beaucoup de romans de Cindy. C'est une autrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et avec qui j'ai eu un bon feeling, mais que j'ai perdu de vue depuis toutes ces années. Mais je me souviens de ma chronique sur Les Outrepasseurs parce que vraiment j'ai trouvé que cette trilogie dingue. Pour moi ça reste une trilogie, le tome 4 n'existe pas, je n'ai pas du tout aimé le tome 4. Mais cette trilogie était... En fait tu pourrais presque te dire que c'est une duologie, tome 2 et 3, et que le 1 c'est une sorte de tome 0, c'est une sorte de préquel. Et justement c'est ce qui m'a fait adorer cette série, c'est que le tome 1 est tellement différent de tous les tomes 1 que tu peux lire en série fantasy fantastique pour les ados, jeunes adultes quand même. J'ai pas trouvé que c'était trop adolescent, même pas forcément du tout en fait. Là aussi je relirais bien ce tome 1, surtout ce tome 1 parce que je l'avais vraiment trouvé dingue. Peter fait partie des familles des outrepasseurs, donc il a un lourd passé, un lourd héritage, une malédiction même qui traîne sur sa famille depuis des générations. Et puis là arrive l'âge entre l'adolescence et le passage plus ou moins à l'âge adulte. Il va se passer un truc dans sa vie. Et du coup il va se retrouver avec tous les autres héritiers dans une sorte de salle où on va leur parler de leur héritage, de leur passé, tout ça, et en plongeant dans les souvenirs de ses ancêtres, on va voir vraiment la vie de ses ancêtres. Donc tu te retrouves au Moyen-Âge, avec plein de familles,
Et il faut que je relise ce tome 1. Il était juste dingue. Et en fait, tu passes littéralement tout le tome 1 au Moyen-Âge. Donc t'es pas vraiment avec Peter, hein, parce que tu vois juste ce que lui-même il voit dans le passé. Et c'est tout. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Après, je me devais forcément de vous parler d'Esprit d'hiver de Laura Kashishke, mais en même temps, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas m'étaler 20 ans là-dessus. C'est un roman qui m'a mise par terre, KO. Bref, voilà. Mais c'est un livre qui te met dans le malaise complet, tout le temps. Oh, mais genre si vous avez envie de vous lire un truc un peu... pour le prochain Cold Winter, franchement, gardez-le sous le coude parce qu'il est vraiment, vraiment excellent. 2016. Ah, là aussi, c'était dur. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Celui-ci, si je m'attendais à ça, je crois pas. Alors, j'ai pas lu Misery de Stephen King. Je sais que beaucoup ont fait des rapprochements avec Misery parce qu'il y a clairement un peu ce côté auteur, autrice à qui on va demander de travailler ou de retravailler un texte, etc. Donc c'est un peu, tu vois, il y a des nuances, il y a des références à Misery pour moi, clairement. Je l'ai pas vu, je l'ai pas lu, mais je connais l'histoire parce que je crois que tous les gens de mon entourage, ils ont lu, ils ont vu ce truc et du coup, ils me l'ont raconté, quoi. C'est l'histoire vraiment de Delphine de Vigan parce que c'est après son syndrome de la page blanche sur Rien ne s'oppose à la nuit. Donc c'était son précédent, gros succès, c'était une histoire sur sa famille, sur sa mère. Donc après tu rentres chez toi puis t'essayes d'écrire une suite, d'écrire autre chose, d'écrire quelque chose, juste. Et elle n'arrive pas. Et puis à une soirée, elle va rencontrer elle. Alors elle comme la lettre L ou elle comme il, je tue il, elle. Parce que c'est une femme dont on ne connaîtra rien d'autre que cette lettre pour prénom, qui va gentiment, petit à petit, essayer de motiver Delphine, le personnage du roman de Delphine de Vigan. Et lui dire, bah, écoute, plutôt que de sortir, d'aller au resto, au ciné, machin, faudrait peut-être que tu bosses. Et puis, elle va vraiment essayer de la convaincre et de la motiver et de sortir des trucs, de lire ce qu'elle est en train d'écrire et vraiment de la motiver. Et arrive le point de non-retour où à un moment donné, ça clash, ça merde. Et la toute fin te retourne la tête au point de te demander si tout ce que tu as lu, c'était vrai ou pas. D'après vraiment une histoire vraie ou d'après pas vraiment une histoire vraie. Et il y a eu un film d'ailleurs, avec Eva Green qui fait Elle. Et je l'ai vu ou pas? Mais je crois que je l'ai vu. Bijou ce truc. Bijou. J'ai rien relu de Delphine de Vigan après ça, parce que j'ai tout lu avant. Et j'ai rien relu d'après une histoire vraie. Peut-être parce que je sais pas, j'arrive pas à faire mon deuil de cette histoire, j'arrive pas à me dire lis la Delphine d'après, tu vois. Celui-là aussi, ça a été très, bah voilà, encore une fois, un titre de chez Rouergue dans leur collection dos à dos, Le cœur des louves de Stéphane Servant. Ça va être difficile de vous en parler objectivement parce que il est très compliqué à résumer. On rencontre une jeune fille qui se cherche à l'adolescence, qui arrive dans le village de sa grand-mère ou de sa mère, je sais plus. Bref, dans ce village où elle essaye vaguement, vainement de se faire un peu des amis, de se retrouver un petit peu, ça marche pas trop. Elle va rencontrer une autre fille avec qui elle va se lier d'amitié. Et les deux, en fait, pour moi, c'est un très très beau livre et passage de ce corps de jeune fille au corps de femme. Et il y a tout cet esprit un peu mystique de la féminité chez les adolescentes, le corps qui se transforme, les idées aussi, les pulsions, les envies, les regrets, plein de choses. Enfin, je sais pas comment vous en parler. Lisez ce livre, il est juste waouh. C'est le genre de bouquin que j'aurais voulu avoir quand j'avais 15-16 ans. Et que je suis limite un peu triste de l'avoir découvert que 10 ans après, parce qu'il est sorti 10 ans après et que j'aurais pas pu le découvrir avant, mais il était tellement fort. Voilà, j'en perds mes mots. J'ai mis Rebecca aussi, de Daphné du Maurier, classique de la littérature. J'ai mis Rebecca parce que pour moi c'était un des seuls livres que nous avions lus dans le cadre du club de lecture Les Moldus de lecture. Donc on était Nine, Lily,
Je crois qu'il y avait déjà Moody pour celui-ci, je suis plus sûre. Et Emily. Et donc tous les temps de temps, on choisissait un livre qu'on lisait tout ensemble et après on faisait un live pour en parler. C'était vraiment... à l'époque où on avait plein de temps quoi en fait. Et je crois que c'est le seul livre qu'on ait lu dans ce club de lecture que j'ai vraiment adoré. Tous les autres, je faisais toujours partie de celles qui déglinguaient pas le livre mais qui étaient pas hyper genre waouh il était trop bien, c'était trop cool et tout et tout. Rebecca pour moi ça a vraiment été le meilleur. Ça rassemblait tout ce que j'aime. Il y a des secrets, c'est gothique, c'est malaise, il y a du mystère, il y a des fantômes un peu. Enfin, tu sais, t'as vraiment cet esprit un peu de waouh, c'est mystérieux, waouh, c'est malsain, tu te sens pas très bien, cette grande maison qui est lugubre, cette femme qui, t'as l'impression qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours dans le manoir et tout le personnel et cet homme, t'as l'impression qu'il n'arrive pas à passer au-dessus, puis tu suis sa nouvelle femme qui est juste larguée là au milieu et qui sait pas quoi faire et qui sait... Enfin bref. Bon. Voilà. Je l'ai mis parce qu'il m'a marqué là-dessus, c'était vraiment le livre des moldus de lecture que j'ai préféré. Et le dernier de 2016, c'était pas du tout un coup de cœur, c'est pas du tout un livre que je recommande plus que ça, parce qu'il est très quelconque, mais c'est le livre que je lisais le week-end et la semaine où on a eu notre fille, où j'ai accouché, et du coup, forcément que c'est un livre qui me marque, qui me marquera à vie. Et c'était Le cœur entre les pages, qui était mignon comme tout, une femme qui essaye de sauver une librairie de seconde main, et puis elle met en avant ses compétences qu'elle a acquises dans la Silicon Valley sur, je crois, toutes les plateformes digitales, etc. Enfin, elle est assez douée là-dedans. Et puis elle essaye un petit peu de sortir cette librairie de sa faillite, quoi, en fait. Et franchement, je saurais pas vous en dire plus. Ah oui, si, je crois qu'il y a une histoire de correspondance aussi à un moment donné, où en fait elle lit le roman L'amant de Lady Chatterley, et dans les marges du roman qu'elle lit, qu'elle a eu donc en seconde main dans cette fameuse librairie, il y a un couple visiblement qui s'échangeait des notes dans les marges du roman. Voilà, et le cœur entre les pages. C'était mignon, mais c'est tout ce que j'en garde comme souvenir, mais c'était le livre d'un de mes moments les plus importants de ma vie. 2017, Les enfants de Pickwood de Rod Marty. J'ai adoré ce bouquin. Parce que pour moi, il était construit d'une telle façon que j'avais l'impression de lire un film. Je voyais tout, la photographie, les images, le rythme, tout est hyper calibré pour te dire ce livre-là peut faire un excellent film. Donc je sais que c'est l'histoire d'un accident d'un car scolaire. Après c'est assez brouillon dans ma tête, mais il y a un truc avec le chamanisme et je me souviens que ouais j'ai lu ce truc mais avec une frénésie ultime. Franchement, tiens je le relirais bien aussi, c'est vachement bien. En 2017 j'ai aussi lu en lecture commune avec Moody Forbidden de Tabitha Suzuma, qui était depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il était même pas encore sorti en français et je me souviens que du coup on l'avait lu en anglais toutes les deux. Et je pensais pas du tout que ça allait être le genre de lecture qui allait me marquer et que j'allais vraiment adorer et qui allait vraiment voilà, me chambouler. Parce que c'est pas trop le genre de lecture que j'aime habituellement. Un peu dans la new romance, le new adult, enfin... clairement c'est pas ma tasse de thé quoi. Sauf que là ce roman je l'avais dans ma pile à lire en anglais donc depuis très longtemps. Parce que Justine de Fairy Neverland en avait beaucoup parlé, qu'elle avait été voilà, transcendée par ce bouquin. Et du coup moi je lui avais fait confiance. Et on l'avait sorti de notre pile à lire avec Moody. Et ouais, purée, j'avais bien fait de lui faire confiance. Ce roman, il est dérangeant et en même temps, il te fait voir l'amour d'une autre façon. Ça peut être hyper dérangeant parce que on va rencontrer une fratrie dont le grand frère et la grande sœur ont vraiment pas beaucoup de différence. Je pense qu'ils ont moins d'une année, ils ont 9 mois de différence quoi. Vraiment, ça tient un peu de choses. Le papa il est plus là ou je sais plus quoi, enfin bref les parents sont très très absents, sont très néfastes et toxiques aussi pour leurs enfants. Je crois que soit il y en a un qui est alcoolique, l'autre qui est je sais plus, enfin bref. Et souvent ils doivent s'occuper de leurs petits frères et petites sœurs tout seuls en fait, les deux. Donc c'est un peu comme presque jouer au papa et à la maman à un moment donné. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous voyez peut-être où je veux en venir dans le côté... On est un peu mal à l'aise de cette histoire d'amour, c'est que les deux personnages, le frère et la sœur, vont commencer à éprouver des sentiments l'un pour l'autre
qui ne sont pas juste des sentiments que tu as envers ton frère ou ta sœur. Donc clairement ça peut mettre un peu ce côté malaise et en même temps, ben il y a cette nuance et cet affect et cette authenticité, j'ai trouvé dans ce roman, de juste l'amour quoi en fait. Et ouais, ça m'a marqué parce que bah, c'est pas souvent que tu vois une thématique comme celle-ci qui est abordée dans un roman. Et je pensais pas que j'allais ressentir tout ça et waouh, voilà, il était assez fou ce roman. Vraiment, très poignant, très fort. Voilà, c'est un peu un des seuls que j'ai lu dans ce genre-là et ouais, j'ai pas du tout regretté, j'ai passé un super moment. Et j'ai pas pu me résoudre à ne pas parler de celui-ci aussi. En 2017, j'avais participé au prix Cultura de la rentrée littéraire. Et j'avais lu donc 4 romans, je crois, dans ce cadre-là. Et celui vraiment qui m'avait le plus waouh, c'était Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, je crois. C'est aux éditions L'Observatoire. Et j'avais adoré ce roman. Je suis pas trop roman historique, à part quand ça parle de sorcellerie ou quand ça parle des légendes du roi Arthur, vous l'aurez remarqué. J'aime bien les romans qui se passent dans les années 1920, 1950, mais plutôt dans un aspect non forcément historique, plutôt familial, chronique, familial, tout ça, vous l'aurez compris. Mais vraiment qui prend place dans l'histoire avec un grand H. Voilà, ça m'arrive rarement. Et donc là, j'avais lu ce roman-là qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, où on va rencontrer 2 femmes radicalement différentes, vu que l'une fait partie du cercle très restreint d'Hitler, et donc pro Troisième Reich, etc. Et de l'autre côté, on va suivre une mère juive qui va tout faire pour sauver sa fille et qui veut vraiment lui donner le plus de chances de survie. Et comme on a les chapitres qui se superposent et qui se chevauchent, et ben t'as toujours ces 2 points de vue qui ne vont pas ensemble, mais qui au final résument et veulent la même chose. C'est que chacune des 2 mères veut le meilleur pour ses enfants, ce qu'elle croit être le meilleur pour ses enfants. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans ce roman, c'est de voir ça, que ce soit dépeint à ce point-là, et qu'à un moment donné, t'en viens presque, je dis bien presque, à aimer la méchante. Donc la femme allemande, c'est bien sûr Magda Goebbels. Ouais, j'ai trouvé que c'était c'était un roman super fort et hyper... 2018. Je voulais mentionner il n'y a pas si longtemps Un hiver long et rude de Mary Lawson. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué parce que pour moi c'est un des romans qui parle de la charge mentale des femmes sans que ce soit un essai qui parle de la charge mentale des femmes. C'est un roman qui met en avant, qui met en scène une famille où les enfants sont très nombreux parce que la mère adore les bébés, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'elle n'aime que les bébés. Donc quand son enfant n'est plus un bébé, elle reveut un bébé et donc elle retombe enceinte, tout ça, et elle commence un petit peu à perdre l'esprit. Elle est enfermée dans son monde de maternage, de bébé, et en gros ses enfants une fois plus grands, mais pas beaucoup plus grands, où ils ont encore besoin de leur mère, n'existent presque plus. Donc c'est les plus grands qui en prennent soin. Et elle a eu une plus grande fille qui malheureusement hérite un peu du rôle de petite maman, qui doit penser à tout. Les autres frères, on ne va pas dire non plus que c'est ceux qui participent le plus, dont un qui doit se remettre de la mort d'un de ses amis, donc c'est une famille qui est très fracassée, qui perd un peu pied, et sauf qu'un jour, cette jeune fille, elle en a marre et elle part. Et c'est pas elle part genre dans une autre ville ou elle prend son appart à côté, elle part à l'autre bout du monde, elle traverse l'océan et elle se retrouve à Londres où elle veut elle veut travailler dans l'hôtellerie et elle veut se décharger de tout ça. Et c'est fou parce que tu vas vraiment la suivre donc, dans son nouveau pays, dans sa nouvelle vie, et pourtant l'ancienne vie n'arrête pas de se rappeler à elle. À chaque fois, il y a un truc, un détail qui va lui faire penser à sa famille, rester au Canada, et elle va, voilà, et se dire est-ce qu'ils vont bien, est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils ont pensé à ci, est-ce qu'ils ont pensé à ça. Oh, j'avais tellement de peine pour elle de me dire purée, même à l'autre bout du monde, tu as quand même toujours ta famille sur la conscience, quoi. Je vous parle enfin d'un livre qui n'est pas un roman, Avec la puissance du féminin de Camille Sfez. Ce bouquin, ça fait partie de mes livres table de chevet. C'est le genre de livre qui m'a un petit peu réveillée, qui m'a un peu fait prendre conscience
de ma féminité, de mon moi après avoir eu une grossesse, après être devenue maman. Et du coup, ouais, c'est un bouquin vraiment qui m'a réveillée. Voilà, je pourrais pas vraiment vous le décrire autrement. 2019. Forcément, depuis la naissance de ma fille, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je lis un peu moins. C'est pas grave, mais que je lis moins. Et surtout, moins vite. Parce que habituellement, quand un livre était excellent ou autre, je le bouffais en un jour, 2, 3, grand max. Et là, en général, un livre, ça me prend plutôt 5, 6 jours. Voilà, mais c'est pas grave, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude. Et puis, tatam, est arrivé Franck Tillier avec Puzzle, que j'ai bouffé en 48 heures, alors que je travaille, que ma fille a quoi à ce moment-là, 2 ans et demi, 3 ans, non, 3, ouais si, c'était début 2019, donc 2 ans et demi. Et t'es là genre, mais comment j'ai trouvé le temps de tout à coup, voilà, c'était aussi ma découverte de Franck Tillier, j'en avais jamais lu avant, et ce bouquin Puzzle, il m'a retourné la tête, voilà. Je pense que jusqu'à présent c'est celui que j'ai préféré de Tillier, j'en ai lu plusieurs maintenant, mais parce que aussi il y a peut-être un peu cet affect de c'était le premier. Et genre je me suis fait avoir mais du début à la fin, avec cette histoire de chasse au trésor, avec cette histoire d'hôpital psychiatrique désaffecté qui est un peu glauque, dans lequel t'as peur. C'est le genre de livre, si je voyais son adaptation en film, j'aurais les boules, je l'aurais pas regardé parce que j'aurais eu super peur, et moi je déteste les films d'horreur, mais en livre ça passe. Que voulez-vous que je vous dise? Je me suis faite complètement avoir. Il y a des trucs auxquels je m'attendais et je pense qu'il y a des trucs pour lesquels j'ai eu des doutes, mais j'étais tellement contente que ce soit ça, que ça se révèle être comme ça, que ouais, limite j'étais genre vas-y, dites-moi que c'est ça, c'est tellement incroyable si c'est ça, et c'était ça, et c'était... Bref, j'ai passé un putain de moment avec ce Tillier. C'est aussi l'année où j'ai lu Les Joies d'en bas aux éditions Actes Sud, et ce livre, c'est une bible. Que vous soyez homme, femme, que vous vous intéressiez au corps de la femme, tout son fonctionnement, toutes les choses. Et je me souviens que quand j'ai lu ce bouquin et quand j'en avais parlé, je le résumais un peu comme ça en disant que purée, en 10 ans d'école obligatoire, j'ai eu 1 heure d'éducation sexuelle en 10 ans qui te dit, tu sais, limite genre ça c'est chez le monsieur, ça c'est chez la madame, voilà. Et là, j'ai lu un bouquin, mais qui m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses de mon propre corps que je ne savais même pas. Et je me dis, purée, j'ai dû attendre de le lire dans un livre à bientôt 30 ans pour apprendre et comprendre des choses. C'est dingue quand même. Enfin, bref. Et je me souviens qu'en lisant ce livre, forcément, j'étais tout le temps en mode genre, oh, ouh, ah, enfin... Voilà, quand je lis ce genre de bouquin et que je peux pas m'en empêcher, j'ai besoin d'extérioriser, et donc souvent j'ai un Vincent sous le coude et je lui dis genre mais tu te rends compte, et puis si, et puis ça, et puis machin, et puis truc. Et je me rappelle qu'en lisant ce livre, je lui parlais de ce que je lisais, et je disais ah purée mais t'imagines, moi je découvre ça, et tout, c'est hyper intéressant, puis c'est hyper bien, maintenant tu vois que on a Alice quand même, donc il faudra apprendre tu vois ce genre de choses à notre fille, et tout. Et vraiment, mon immense satisfaction, ça a été de voir vraiment la lumière dans ses yeux se faire et me dire ah ben purée, tu sais quoi, tu me le passeras ce livre, parce que je me dis que moi aussi je dois savoir tout ça pour moi, mais aussi pour ma fille, quoi, en fait. Avoir, tu sais, les bons mots, les bonnes réponses quand elle te pose une question sur un truc ou autre, pas juste lui dire je sais pas parce que moi je suis pas une fille. J'étais hyper fière de me dire que voilà, il prenait conscience de ça, et c'est un livre, c'est une bible, voilà. Pour moi c'est le genre de bouquin, jamais je le donnerai, jamais, enfin parce qu'il est trop précieux quoi, il y a tellement d'infos, c'est une mine d'informations ce bouquin, il est hyper détaillé et en même temps il est hyper accessible. Donc ouais, de toute façon il n'y a rien de compliqué là-dedans en fait, c'est juste tellement évident. Voilà. 2020. Alors vous vous souvenez peut-être, mais 2020, c'était pas ma meilleure année lecture. Hein. J'ai pas eu des lectures trop géniales. Du coup, ça a été un petit peu plus compliqué de vous en sortir, mais j'en ai quand même choisi 2. J'ai notamment mis Mission Ruga, parce que j'ai adoré ce livre et que bon, je vous en ai parlé très souvent, donc je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais en gros, pour moi, c'était la petite romance, pas
parfaitement romance finalement. Le petit livre feel good qui peut se lire typiquement quand il fait pas beau, en hiver, quand on est un peu bleu, un peu voilà. C'est le genre de bouquin qui fait du bien. Il est tout petit, il fait même pas 200 pages. L'autrice, elle va droit direct à l'essentiel. Elle a des persos un peu cash, un peu bruyants, un peu tout ça. Mais ça se passe au Danemark. Il y a tout ce que t'aimes dans le côté hyper hugelique, tout ça, où tu sais, les gens ils sont ensemble, ils s'aiment, ils font des trucs. Il y a des loupiottes, des bougies, des plaids, des tricots, des trucs à la cannelle. Enfin, pour moi, c'est le livre. En plus, il est tout petit, donc ça se lit super vite. C'est hyper agréable. Deuxième titre de 2020, c'était Le complexe de la sorcière. Bah, là aussi, clacasse aller-retour pour ce bouquin parce que c'est à la fois un roman et en même temps, c'est une sorte d'essai. C'est un peu un ovni comme style de bouquin. En gros, l'autrice fait, en tout cas le personnage de l'autrice dans le roman, fait des recherches sur une sorcière qui a été brûlée dans les années 1600-1700. Et petit à petit, ça réveille des parts de sa féminité et de toute sa révolte en fait, de son féminisme un peu enfoui. Toute sa révolte contre le patriarcat, contre la misogynie, contre le sexisme, contre tout ça, et en fait, et le complexe de la sorcière, ça porte très très bien son nom, qui voudrait donc que en chacune de nous restantes vit toujours une sorcière qui a peur en fait de montrer ses véritables dons, sa véritable intelligence des fois, ou enfin ça peut être n'importe quoi, mais de vraiment se révéler tel que nous sommes au monde, parce que tellement de femmes, des hommes aussi, mais beaucoup plus de femmes, se sont fait pendre, brûler, noyer, torturer, bref, des choses innommables, pour juste penser autrement, pour juste... Alors, ça existe dans plein de cadres différents. Là, moi, je parle de la sorcellerie et des sorcières, mais ça existe malheureusement encore aujourd'hui dans plein de domaines. C'est triste à dire. Mais que donc l'idée qui était là derrière, c'était quand chacune de nous vivait encore ce genre de femme, et qu'on a peur. Qu'on a peur de se révéler réellement au monde parce que on a peur de se faire descendre, on a peur de se faire violenter, de se faire maltraiter, enfin bref, plein de choses. C'est très compliqué à résumer les livres qu'on a adorés, n'empêche, quand tu penses, et de donner vraiment son avis dessus. Mais si vous avez l'occasion de le lire parce que le sujet vous intéresse et qu'en même temps vous n'avez pas forcément envie de lire un essai là-dessus, mais quand même une sorte d'histoire, de roman autour, je trouve que le mélange était vraiment très très bien. Isabelle Sorant, elle arrive bien à résumer tout ça et il y a plein de beaux passages dedans, enfin bref. C'est le genre de roman, tu sais, où tu te dis oh, j'ai envie de garder toutes ces précieuses citations, ces précieuses phrases. C'est ça que tu as envie de pouvoir ressortir quand tu es prise dans une conversation où tu sais tu t'en sors plus, où l'autre en face il essaie de te descendre constamment et tu as juste envie de lui balancer une punchline qu'il y a dans ce bouquin, quoi, tellement c'est mind-blowing, voilà. 2021. Oui, je m'arrête quand même à 2021, je me dis que je peux déjà vous parler une de mes lectures favorites de 2021. Et du coup, parmi les lectures de cette première moitié de l'année, celle qui pour moi ressort le plus, c'est Complot de Nicolas Beuglet. Ce livre, il m'a achevé. Genre, tu sais, ça commence comme un thriller basique. Meurtre, tout ça, enquête, nanani, nanana. Pas forcément besoin d'avoir lu Le Cri, donc le roman précédent avant, c'est pas grave. Et tout à coup, il y a une sorte de truc d'envolée historique, biblique, tout ça qui commence à prendre le pas sur l'intrigue principale. Et t'es là, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous vous souvenez quand je vous parlais de la roue du hamster qui, voilà, tu sais, t'as ton esprit qui cavale tellement vite, tu veux tellement réfléchir à 1000 trucs en même temps sur ce sujet que au bout d'un moment tu te casses la gueule. Bah c'est exactement ce que m'a fait ce roman en fait. Tellement il est, tu sais, genre tu fais oh mon dieu. Et puis du coup ça voudrait dire que ça est dans l'histoire et tout ça, et on aurait tellement pu vivre une autre humanité si il s'était pas passé tout ça. Et c'est vrai, tu vois, je veux dire, il y a tellement de choses qui auraient pu se passer autrement. Et avec des si, tu refais le monde. Et des fois, ça fait du bien, et des fois, ça fait du mal. Et là, il y a une sorte de mélange entre les deux. Et en même temps, t'es toujours dans cette enquête. Donc... Voilà, c'était dingue. Bref, j'ai essayé tant bien que mal de vous résumer 10 ans de lecture sur cette chaîne.
Il y aurait pu y avoir tellement plus et tellement d'autres livres, mais je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. J'espère que vous aurez pu noter 2-3 titres. Comme toujours, vous les retrouverez en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker les résumés, les titres, prendre des notes, tout ça, aller en bibliothèque, essayer de les retrouver en seconde main, là où vous pouvez. Bref, s'il y en a un de ceux-là d'ailleurs que vous avez lu, et que ce soit grâce à moi, ou grâce à d'autres booktubeurs, grâce à vous, parce que vous l'aviez découvert par hasard, et que vous aussi ça fait partie de ces livres coup de cœur, ben j'espère que vous viendrez en discuter avec moi dans les commentaires. Encore une fois, merci pour ces 10 ans. Je sais que je vous le répète en ce moment dans les vidéos qui parlent un peu de ces 10 ans, mais c'est très important pour moi. Mine de rien, je m'épanouis toujours autant dans YouTube. Je pensais pas après 10 ans, mais c'est le cas. Sachez en tout cas qu'en 10 ans de vidéos sur YouTube, je fais toujours quelque chose que j'aime, c'est-à-dire vous conseiller des livres que j'ai adorés. Et des fois, vous parlez de livres que j'ai pas aimés aussi, parce que ça fait partie du job et que on peut pas tout aimer. Et que des fois, au contraire, parler d'un livre qu'on n'a pas aimé, et ben mine de rien ça peut quand même vous donner envie de le lire, je le sais parce que vous me le dites. Souvent quand je parle d'un livre que j'aime pas, j'ai quand même un commentaire qui vient pour me dire t'as pas aimé? Je vais aller le prendre quand même, histoire de voir pourquoi t'as pas aimé et si moi je vais pas aimer. Bref, du coup ça me fait plaisir quand même et je me dis que ma passion de lire et ma passion de transmettre mes lectures et de parler de mes lectures, et juste parler livre en fait, et ben je continue à le faire avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous prenez toujours autant de plaisir à me suivre. Et merci beaucoup pour ceux qui sont toujours là, et ceux qui arrivent, et ceux qui viennent et qui repartent. Et bref, j'espère qu'on sera encore présents ensemble, ici, ailleurs, pendant encore quelques années. Je sais pas jusqu'à quand, je vais pas dire encore 10 ans parce que j'en sais rien. Merci beaucoup, et bonne lecture, et je vous dis à une toute prochaine.